Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce webinaire consacré à la décarbonation de l'industrie et de l'agriculture, deux secteurs dans lesquels les gaz verts jouent et joueront un rôle croissant et décisif à l'avenir. C'est avec un très grand plaisir que nous allons partager avec vous ces 60 minutes qui se déclineront selon 5 étapes suivantes. Tout d'abord, côté GRDF, nous exposerons les grands principes de production et les importantes perspectives de développement des gaz verts. Puis nous ferons un zoom sur le cadre réglementaire actuel et à venir, pour finir par vous exposer les différents moyens de vous approvisionner en biométhane. Nous prendrons ensuite 3 petites minutes pour répondre à quelques questions spécifiques à cette première partie, avant d'avoir l'honneur d'accueillir les témoignages de 3 industriels investis concrètement dans la décarbonation de leurs activités et qui se sont appuyés sur les gaz verts pour répondre à cet enjeu majeur. Enfin, un temps d'échange de 10 minutes vous permettra de poser vos questions à nos experts, comme aux industriels d'Arkema, de NSI ou d'Olvea. Bien évidemment, vous pourrez aussi poser vos questions dans le chat tout au long du webinaire. Et 3 sondages en fin de session vous permettront d'aller plus loin avec GRDF si vous le souhaitez. Mais avant de laisser la parole à mes collègues, permettez-moi d'introduire ce webinaire en rappelant la démarche structurelle de décarbonation que GRDF porte à vos côtés en vous accompagnant tout au long de votre démarche. Alors, tout commence par la mesure. Effectivement, afin de pouvoir estimer les gains réalisés par des opérations d'optimisation énergétique, il faut compter. Alors, bien, la plupart d'entre vous ont déjà mis en place des audits obligatoires, voire des audits volontaires. Certains ont été jusqu'à mettre en place des systèmes de management de l'énergie, voire de l'ISO 50001. Et une fois que toutes ces opérations de comptage sont faites, on peut passer aux opérations d'optimisation énergétique. Alors, l'efficacité énergétique et la sobriété, deux facettes d'une même intervention qui consiste à essayer d'optimiser au mieux les consommations d'énergie sur vos procédés, que ce soit en basse température ou en haute température, du calorifugage de circuits vapeur ou du réglage de brûleurs. Il y a énormément de choses qui peuvent être faites dans l'optimisation des procédés et certaines d'entre elles, même la plupart, sont aidées. Il y a des fiches C2E, vous êtes très nombreux à connaître ça déjà. Donc, la première étape de ce processus après l'audit énergétique, c'est l'optimisation énergétique, l'efficacité et la sobriété. Sobriété qui est plus portée sur des aspects de facteurs organisationnels et humains, mais qui, pour certaines opérations, peuvent ne rien coûter en CAPEX et avoir des gains allant de 5 à 10, voire 20% d'économie d'énergie et donc de décarbonation. Une fois cette seconde étape abordée, on passe à la troisième étape qui est la récupération de la chaleur fatale. Alors, vous êtes certainement nombreux à avoir vu cette étude qui avait été faite par l'ADEME il y a quelques années qui montrait que 110 TWh de chaleur fatale étaient disponibles dans l'industrie. On en récupère encore très peu et pourtant il y a un certain nombre de solutions qui commencent à être vraiment efficaces. Donc, c'est un levier majeur pour les objectifs de décarbonation. Certaines entreprises, que ce soit des startups ou des grands groupes, ont mis sur le marché et sont en train d'en mettre de plus en plus des solutions qui visent à récupérer cette chaleur, la stocker, la réutiliser en termes de chaleur, voire la convertir sous forme d'électricité, de froid ou directement de pression pour la réutiliser en premier lieu dans vos procédés. Donc cette phase de récupération de chaleur est quand même importante et décisive dans le cadre du processus de décarbonation. Une fois qu'on a optimisé notre procédé, qu'on a fait tout ce qu'on pouvait en termes d'efficacité énergétique, quand on a récupéré toute la chaleur fatale qui est restée après le procédé, on peut envisager l'étape d'après qui consiste à mettre en place des ENR et une offre de gaz vert notamment. Les énergies renouvelables, comme vous savez, c'est une ressource précieuse. Donc, idéalement, elle vient se placer après ces 2 premières étapes quand tout notre procédé est optimisé. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je laisserai mes collègues juste après détailler, puisque c'est l'objet spécifique de ce webinaire d'aujourd'hui. Une quatrième brique qui est aussi intéressante et qui commence à voir le jour aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le CCUS en anglais, enfin la capture du CO2, pour abattre certaines émissions qui sont qu'on peut difficilement abattre autrement, et puis pour aller plus loin, même pour certains d'entre vous, pour descendre encore vers vos objectifs et atteindre ce fameux moins 81%, voire pourquoi pas aller vers des émissions négatives dans le cas d'une séquestration de ce CO2 par la suite.
Bien. Sur les deux derniers points que vous voyez sur la droite, c'est la mobilité. Le scope 3 pour certaines entreprises est très important en termes de limitation des émissions de gaz à effet de serre, hein. Pour certains d'entre vous, le scope 3 représente 80, voire même 90% des émissions. Donc, sachez que la mobilité au GNV, voire au bio-GNV, peut être très intéressante pour diminuer ces émissions carbone. Et puis, comme on parle beaucoup en ce moment d'économie circulaire et que c'est un aspect important de la décarbonation, les déchets, et notamment vos biodéchets, pour ceux qui en ont, sont méthanisables pour la plupart d'entre eux et peuvent contribuer eux aussi à la diminution de votre empreinte carbone. Pardon. Donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre de leviers qui sont à mettre en place. GRDF peut vous accompagner sur toute cette chaîne. Si vous avez des questions, quel que soit le moment de votre réflexion, que ce soit en efficacité énergétique, en récupération de chaleur fatale, sur les gaz verts, au-delà du webinaire d'aujourd'hui, vous aurez la possibilité, bien évidemment, de contacter vos responsables de compte, si ce n'est pas déjà fait, pour leur poser toutes les questions sur ces moyens d'atteindre vos objectifs concernant votre feuille de route de décarbonation. Bon, j'ai assez parlé. Je vais laisser la main à mes collègues et donc je passe la main à Étienne Goudal, chef de projet senior chez GRDF, qui va vous présenter la première partie du focus sur les gaz verts. Merci à tous et bienvenue. Merci Laurent. Laurent l'a rappelé rapidement, la transition énergétique, elle est basée finalement sur trois piliers qu'on retrouve dans à peu près tous les travaux de transition énergétique. La sobriété énergétique, bien sûr, l'efficacité énergétique ensuite, qui sont des éléments fondamentaux, puisqu'on sait très bien que la meilleure énergie, l'énergie qui a le moins d'impact sur la planète, c'est d'abord celle qu'on ne consomme pas. Et ensuite, la décarbonation, la substitution finalement par une énergie décarbonée des énergies qui sont utilisées. Et pour ça, ce qui est intéressant, c'est que finalement, la molécule gaz, le gaz naturel, peut être remplacé assez aisément, voire très aisément, par différentes productions de gaz vert. On connaît évidemment le biométhane issu de méthanisation, qui est déjà largement développé en France, basé principalement sur des matières fermentescibles, essentiellement des résidus agricoles, parfois également des biodéchets, comme Laurent l'a évoqué, ou certaines boues de stations d'épuration. C'est finalement l'intérêt de ce biométhane, c'est qu'en fait, il est entièrement compatible avec les appareils qui consommaient historiquement du gaz naturel. Et donc, c'est une substitution directe qui permet finalement de substituer une énergie carbonée à une énergie décarbonée, donc qui accompagne directement les logiques de transition énergétique. Il faut savoir que quand on veut produire du gaz vert, il y a d'autres filières qui sont en cours de développement en France, qui existent certaines depuis quelques années dans d'autres pays, et qui finalement sont tout aussi légitimes et vont compléter finalement ce panorama de la production de gaz vert. On va parler de la pyrogazéification pour les déchets solides. Donc quand on est sur des déchets de bois, des déchets de plastique, des déchets de carton, quand ils sont souillés, qu'on ne peut pas les recycler, donc des matières, des déchets qu'on ne peut plus valoriser, on va pouvoir les pyrogazéifier, donc les convertir sous forme d'abord d'un syngas que l'on va nettoyer, travailler pour obtenir du méthane qui va pouvoir être injecté dans les réseaux, donc essentiellement du biométhane, qui va servir finalement à décarboner vos usages. On peut également parler, lorsque l'on adresse des matières organiques qui sont humides, de gazéification hydrothermale. Alors, c'est une filière qui est plus récente, la gazéification hydrothermale, qui a l'avantage finalement d'adresser des intrants qui aujourd'hui n'ont aucune voie de valorisation. Vous prenez aujourd'hui certaines boues, les bouts de dragage des ports, par exemple, certaines vinasses, certains déchets qui aujourd'hui sont parfois épandus sur les sols, mais qui posent quand même de plus en plus de contraintes et de controverses sur leur retour au sol. Eh bien, la gazéification hydrothermale permet de les traiter, de les décomposer, finalement, de décomposer toute la matière carbonée et de récupérer les sels minéraux, et donc de le transformer en gaz injecté dans les réseaux, qui peut ensuite se substituer au gaz d'origine fossile. Et puis, on en parle un peu moins, mais qui dit efficacité énergétique dit un enjeu finalement d'être efficace dans toutes les échelles de la chaîne énergétique, ce qui veut dire aussi qu'il y a des travaux à faire du côté des opérateurs énergétiques, des opérateurs de réseau en particulier. Et c'est là que rentrent des filières telles que le power to gas. Alors, on connaît le power to gas et je pense que les uns et les autres, vous êtes déjà largement renseignés sur la question de production d'hydrogène, on va dire de façon constante par électrolyse. Par contre, il faut bien savoir aussi que les molécules et les électrons ont une très forte complémentarité.
Quand vous produisez trop d'électrons mais que vous n'avez rien à en faire, vous avez du mal à les stocker. Batterie, ça marche pour quelques heures, mais dès lors que vous voulez le stocker quelques jours, vous avez un problème. Et la conversion sous forme de molécules au travers du power to gas est une voie particulièrement pertinente parce qu'elle permet finalement, et c'est l'ADEME qui d'ailleurs l'a très bien démontré dans ses scénarios de transition 2050, le power to gas permet de convertir tout cet excédent d'électricité renouvelable excédentaire. Au lieu de se dire on va mettre des éoliennes en drapeau parce qu'on a trop d'électricité, ben non, on va continuer à les faire fonctionner et on va injecter ces molécules dans les réseaux gaziers. L'ensemble de ces filières permettent du coup de produire des quantités significatives de gaz renouvelables et bas carbone, de gaz vert, que l'on va pouvoir développer dans les années à venir. Alors, la méthanisation, je pense que les uns et les autres, vous avez déjà vu des installations de méthanisation dans les campagnes françaises. Ce sont généralement ces gros dômes ronds que vous pouvez voir au niveau des fermes et des installations agricoles qui vont valoriser, en reproduisant finalement le fonctionnement d'un estomac de ruminant, vont pouvoir valoriser ces matières fermentescibles. On vise aujourd'hui d'avoir une cinquantaine de térawattheures de biométhane produit par méthanisation à l'horizon de 2030. Et en étant assez raisonnable sur les gisements mobilisés, on peut viser 130 térawattheures de biométhane produit par méthanisation à l'horizon de 2050. Alors juste pour donner quelques chiffres, 130 térawattheures de biométhane à l'horizon 2050, c'est à peu près le tiers de la consommation de gaz française actuelle, de gaz fossile française actuelle, sachant qu'on sait qu'il y aura des leviers d'efficacité énergétique et de sobriété qui vont en plus diminuer la demande. La gasification hydrothermale, elle est pour l'instant à l'état de démonstration. On a de premiers projets qui commencent à se mettre en service, pas en France, mais par exemple aux Pays-Bas. Ils ont un projet du côté d'Alkmaar qui commence à se mettre en service. Forcément, sur une filière nouvelle, on n'aura pas les mêmes ambitions à l'horizon de 2030. Hein. On vise d'avoir de l'ordre de 2 TWh, mais juste à titre de comparaison, les Hollandais visent 11 TWh de biométhane produit par gasification hydrothermale en 2030. Et en 2050, on a largement assez de ressources de déchets liquides et humides pour pouvoir produire 50 TWh de biométhane par gasification hydrothermale. En pyrogasification, alors, il y a eu un certain nombre de projets de pyrogasification, y compris industriels, qui ont fonctionné dans les années passées. Le principal sujet étant que ces projets ont bénéficié à un moment donné d'un mécanisme de soutien, quel qu'il soit, qui leur ont permis d'émerger. Lorsque le mécanisme de soutien s'est arrêté, les projets se sont arrêtés. C'est assez logique. Aujourd'hui, on est en train de travailler, et c'est finalement ce que font beaucoup de porteurs de projets en France, on en a près d'une cinquantaine, au développement de projets commerciaux de pyrogasification pour injection de gaz vert dans les réseaux gaziers. Et on se retrouve avec un objectif de développement de 6 TWh en 2030, qui est raisonnable lorsque l'on regarde l'ensemble des SRADET, donc des schémas régionaux d'aménagement et de développement durable qui sont faits par les régions en France, les 12 régions métropolitaines françaises, qui finalement confirment ce potentiel de 6 TWh à l'horizon 2030. Et à l'horizon 2050, forcément, il faut faire de la prospective sur les déchets solides, ce qui est un peu plus compliqué. L'ADEME a été l'agence qui finalement a été le plus loin et qui confirme qu'il y a un potentiel de 90 TWh de développement en 2050. Et puis, comme je l'évoquais tout à l'heure, la question du power to gas et de la méthanation. Aujourd'hui, on a des premiers projets pré-industriels, des démonstrateurs qui ont fonctionné, qui ont démontré leur capacité à injecter du méthane de synthèse. Et finalement, le développement des projets industriels va être directement dépendant de la vitesse de développement des projets d'énergie renouvelable électrique, puisqu'en fait, on est vraiment sur une filière qui joue la complémentarité et l'optimisation du système énergétique. Je le disais, la méthanisation, aujourd'hui, c'est une filière particulièrement mature. Vous m'auriez interrogé il y a 10 ans, en 2013, on avait 3 projets de méthanisation qui injectaient dans les réseaux gaziers français. Il y en avait un à Lille, un à Forbach dans l'est de la France et un à Chaumont-Brie en Seine-et-Marne. On est aujourd'hui à pratiquement 650 projets qui injectent. La programmation pluriannuelle de l'énergie prévoyait d'injecter 6 TWh à fin 2023. Cet objectif a déjà été dépassé fin 2022 et aujourd'hui, les capacités installées de production sont pratiquement au double, puisqu'on est à pratiquement 12 TWh de capacité de production installée. On sait qu'on a également 26 TWh de capacités en cours de développement qui sont inscrites dans ce qu'on appelle le registre des capacités géré par les opérateurs de réseau. Donc la méthanisation, c'est clairement la première brique finalement qui est déjà lancée. Et on voit bien que compte tenu de la durée de développement d'un projet qui est de l'ordre de 3-4 ans, le fait de développer 50 TWh à l'horizon 2030 est cohérent avec finalement la trajectoire de développement de la filière qu'elle a connue jusqu'à présent. Lorsqu'on parle des nouvelles filières, pyrogasification, gasification hydrothermale, méthanation, forcément on est sur des projets plus émergents,
avec bien évidemment un enjeu d'équilibre économique et de modèle économique pour les porteurs de projets. Pour autant, rien que d'un point de vue de GRDF, on a identifié plus d'une trentaine de projets que l'on accompagne, de toute taille, de toute typologie. On peut noter également une première française qui a été l'injection expérimentale, de démonstration, mais de méthane de synthèse produit par Méthanation, avec le projet d'Energo dans le nord de la France en juillet 2022. Donc certes sur des quantités très limitées, mais qui néanmoins démontrent toute la faisabilité technique de ce type de projet. Dit autrement, aujourd'hui, ce qui peut faire émerger ou non ces projets-là et ces filières-là, c'est bien évidemment une volonté de disposer de mécanismes de soutien, qu'ils soient publics ou privés, pour permettre le bon développement de ces filières. Il faut savoir que la réglementation a un fort rôle à jouer pour aider finalement l'ensemble de ces filières à injecter. On a beaucoup parlé de cette question de substitution et de cette question de substitution des énergies fossiles carbonées par des énergies décarbonées. Alors, je ne vais pas aller dans le détail du code de l'énergie qui est riche et vaste sur ces sujets. Simplement, peut-être 2-3 éléments à retenir. La notion de biométhane d'abord. Le biométhane, c'est en fait du gaz produit à partir de biomasse, quelle que soit la technologie de production, et donc qui respecte un certain nombre de critères qui démontrent son caractère renouvelable. Finalement, le biométhane n'est qu'une petite partie de l'ensemble des énergies renouvelables qui peuvent être produites. Pour autant, d'un point de vue gazier, c'est la première brique qui démontre que l'on peut substituer à iso-équipement, substituer le vecteur de gaz fossile par un vecteur gaz renouvelable. On a également la notion de gaz bas carbone ou, pour certains doivent connaître aussi le terme de RFNBO, Renewable Fuels of Non-Biological Origin. Donc, c'est tout ce qui va concerner les gaz, d'ailleurs, ça peut être aussi sous forme liquide, les combustibles et carburants qui sont d'origine non biologique. Donc là, pour le coup, on pense typiquement à tout ce qui est produit dérivé de l'électricité. Donc, tout ce qui est power to gas, tout ce qui est e-fuels, tout ce qui est e-méthane, e-GNL. On va avoir tout un tas de noms derrière qui vont être présents. Mais dans tous les cas, il faut garder en tête que pour être reconnu comme un gaz bas carbone ou comme un RFNBO, il faut respecter un certain nombre de critères de durabilité. Là-dessus, c'est finalement l'Europe qui dicte le tempo. Les deux textes majeurs que l'on peut considérer, c'est d'une part la directive RED 3, donc Renewable Energy Directive, dont la dernière révision est entrée en vigueur le 20 novembre 2023, donc vous voyez que c'est tout récent, mais finalement une partie de ces dispositions était déjà présente dans la version précédente de la directive qui datait de fin 2018. Cette directive, elle dit quoi ? Elle dit finalement 3 choses. D'une part, elle fixe des objectifs de développement et d'incorporation d'énergies renouvelables dans les différents secteurs de consommation. D'autre part, elle va définir des règles de durabilité. Je vous disais, les RFNBO, par exemple, ou même le biométhane doit démontrer finalement son caractère renouvelable. Les règles de définition de ce caractère renouvelable sont définies dans cette directive. Donc, niveau de réduction des émissions de gaz à effet de serre, origine des intrants lorsque l'on est sur de la biomasse, pour démontrer que finalement, on ne va pas couper des forêts primaires tropicales pour les brûler dans une chaufferie. Voilà, on est sur ce type de certification de la durabilité de la biomasse. Et puis, la directive RED 3, il ne faut pas oublier que c'est celle qui aussi définit tout le mécanisme des garanties d'origine, puisque cette définition n'existe que par ce texte européen, et qui va être complétée progressivement par ce qu'on appelle l'Union Database, qui est finalement la base de données de la traçabilité, de la durabilité des énergies. Vous l'avez peut-être vu passer dans la presse ces 2-3 derniers jours. Il y a un autre texte assez important pour les gaz verts qui vient d'être publié, qui est le paquet gaz, dont le dernier trilogue a été conclusif le 8 décembre dernier, donc c'est tout frais. Ce paquet gaz, il dit quoi? D'une part, il confirme la définition du gaz bas carbone, puisque le gaz renouvelable RFNBO était défini dans la directive RED sur les énergies renouvelables. Sur le gaz bas carbone, forcément, on ne pouvait pas être dans une énergie renouvelable, donc ça a été défini dans le cadre du paquet gaz, qui va définir les critères de reconnaissance du gaz bas carbone. Ce paquet gaz va également mettre en évidence les enjeux de développement du biométhane avec un considérant qui acte le fait qu'au niveau européen, il faut avoir produit 380 TWh de biométhane à l'horizon 2030. C'est important. À titre de comparaison, on est aujourd'hui à peu près à 220-230 TWh produits en Europe. Donc il y a un vrai
un vrai fossé à franchir, une vraie marche à franchir pour atteindre cet objectif. Pour autant, c'est un élément important qui permet finalement d'envisager ce verdissement du système gazier par le développement de la production de gaz vert. Et puis, c'est loin d'être anodin, ce paquet gaz finalement définit également la structure de marché qui va s'appliquer au gaz naturel, fossile, au gaz vert et à l'hydrogène, avec les différentes règles autour des opérateurs de réseau, que ce soit en gaz et en hydrogène, et qui va finalement aussi faire le lien avec derrière tous les enjeux pour les clients, donc tout ce qui est accès au réseau pour les producteurs, accès au réseau pour les consommateurs. Bien évidemment, ces textes sont complétés, et ma collègue Catherine reviendra dessus, par la question de l'ETS, du système d'échange des quotas de CO2, qui finalement est en lien avec tout ça, puisque finalement la reconnaissance du biométhane dans l'ETS dépend aussi de la certification de la durabilité décrite dans la directive RED. Voilà un petit peu pour l'environnement global, et je passe la parole à Catherine qui va pouvoir parler plus en détail des mécanismes de soutien. Merci Étienne. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors effectivement, on va dans cette deuxième partie de webinaire rentrer un petit peu plus dans les options de décarbonation possibles sur le sujet gaz vert. Simplement, avant de rentrer dans le vif du sujet, effectivement, dès lors qu'on va réfléchir décarbonation, on va se poser un certain nombre de questions sur cette trajectoire de décarbonation. Et finalement, c'est une réflexion un petit peu multicritère à laquelle vous allez devoir répondre au regard de vos enjeux réglementaires, au regard de vos enjeux RSE, au regard également d'enjeux de compétitivité et de qualité de produit. Et finalement, je voulais simplement vous remettre un petit peu en perspective les quelques questions un peu références. Alors, il y en a sans doute d'autres, hein. Mais finalement, le premier point, c'est d'être vigilant sur peut-être ne pas comparer, quand on parle décarbonation, et gaz vert directement, gaz naturel et biométhane. Finalement, les solutions de décarbonation que vous allez comparer, c'est des solutions à partir de biométhane, mais des solutions qui peuvent être comparables en termes d'électrification, d'utilisation d'usage biomasse, par exemple. L'autre point à mettre en avant, finalement, dans cette réflexion-là, c'est quel surcoût je vais être prêt à payer en échange d'une garantie de décarbonation. Et finalement, est-ce que ce surcoût que je vais payer ne va pas être pour moi un surgain dans ma logique économique? Donc, question également, on va dire, marketing et commercial, finalement, la valeur de ma décarbonation auprès de mes propres clients, quelle est-elle? Est-ce que grâce à cette décarbonation, notamment dans une logique gaz vert, je vais pouvoir me positionner un petit peu différemment et mieux positionner mon produit auprès de mes propres clients? Et puis, dès lors qu'on se pose ces questions-là, on a, et notamment si vous réfléchissez à mettre en place un BPA, donc un contrat de gré à gré dont on parlera un petit peu plus tard, on a la question aussi de visibilité, stabilité de prix, sécurité d'approvisionnement. Donc, finalement, on peut aussi avoir ces enjeux-là dans la réflexion. Et puis, point important auquel on ne pense pas forcément, finalement, moi, en tant qu'industriel, mon choix de décarbonation, est-ce qu'il ne va pas s'intégrer dans mon écosystème territorial, dans une logique écologie industrielle, puisque finalement, si je m'adosse à un système de production de gaz vert, finalement, ce système de production de gaz vert local, lui-même va faire travailler ou rendre service à une collectivité dans le traitement de ses biodéchets, à un agriculteur dans le traitement de ses disiers et de ses fumiers. Donc, il y a un sens également territorial. Et puis, point important aussi de notre point de vue, dans cette logique de construction de stratégie de décarbonation, l'idée, c'est effectivement de pouvoir progresser étape par étape, puisque vous allez voir, hein, Étienne l'a rappelé, il y a un contexte réglementaire qui évolue sans cesse. Donc, l'idée, c'est de poser les choses et de structurer un petit peu les démarches. Et finalement, je me suis permis de remettre une citation, peut-être que la personne se reconnaîtra, qui nous disait, finalement, quand on réfléchit à la décarbonation, aux trajectoires de décarbonation, le biométhane est bourré de bon sens et règle de multiples problèmes. Alors, on va essayer de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, sachant qu'aujourd'hui, très concrètement, si on veut se décarboner à partir de gaz vert, il y a deux outils qui sont disponibles aujourd'hui, hein, que vous voyez ici. Ce sont les garanties d'origine et les dispositifs type BPA, type contrat de gré à gré, sachant qu'il ne vous aura pas échappé que dès lors que vous allez utiliser ces outils-là, finalement, il ne va pas forcément y avoir d'impact majeur pour vous en termes d'investissement ou de changement de process, puisque finalement, on garde toujours une solution gaz, sauf que cette solution va être décarbonée. Alors, avant d'aller plus loin, je voulais peut-être faire un petit rappel
parce que c'est un sujet qui n'est peut-être pas évident et que vous ne maîtrisez peut-être pas parfaitement. Mais l'idée, c'est de comprendre un petit peu les différents types de financement de production de biométhane pour pouvoir comprendre les options de décarbonation associées. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en fait, il y a deux types de financement des sites de production de biométhane, des sites qui sont soutenus par l'État, et puis des sites qui vont se monter sans soutien de l'État, donc via des financements privés. Les sites soutenus par l'État, c'est, disons, les sites historiques qui ont démarré lorsque la filière s'est mise en place. C'est des contrats conclus entre un producteur et un fournisseur d'une durée de 15 ans sur un prix qui est défini, donc une certaine visibilité, une certaine garantie. Et en fait, ces sites, dans le cadre de ces contrats, vont émettre des garanties d'origine. Petite subtilité, sur tous les contrats conclus avec des producteurs biométhane après le 9 novembre 2020, les garanties d'origine, en fait, vont être récupérées par l'État, lequel État les mettra aux enchères, en gros, à partir de l'année prochaine. Mais donc, garantie d'origine émise par ces sites-là. Donc, c'est la majorité des sites aujourd'hui, et les garanties d'origine émises vont être tracées dans le registre des garanties d'origine. Ensuite, vous avez un deuxième type de projet dont on entend parler beaucoup depuis 1 an et demi, 2 ans, qui sont les contrats de gré à gré, donc les Biogas Purchase Agreement. Donc ici, vous avez un site de production de biométhane qui va pouvoir émerger dans le cadre d'un financement privé, c'est-à-dire que le producteur va contractualiser avec un consommateur et ils vont se mettre d'accord pour un volume produit, pour un prix, pour une durée. Donc on est vraiment dans une logique contractuelle où les deux parties vont négocier. Dans ce cadre-là également, on va avoir émission de garantie d'origine de la part du producteur qui va la commercialiser. Ces dispositifs de BPA sont plutôt ciblés sur de nouveaux sites de production de biométhane supérieurs à 25 gigawattheures ou des sites existants qui vont être en fin de contrat et qui vont devoir trouver un autre moyen d'écouler leur production. Et là aussi, les garanties d'origine vont apparaître dans le registre. Et puis, vous avez on va dire un nouveau type de moyens de financement de sites de biométhane qui va être... les textes sont attendus pour 2024. Vous en avez peut-être entendu parler. Ce sont les certificats de production de biométhane. Le principe de ce dispositif-là, c'est qu'en fait, l'État va obliger les fournisseurs à incorporer un certain volume, une certaine part de biométhane dans leur portefeuille. Et les fournisseurs vont devoir restituer à l'État ces certificats, donc ces certificats de production de biométhane. Donc finalement, pour pouvoir restituer ces certificats à l'État, le fournisseur va devoir soit lui-même produire ces CPB, soit investir, soutenir, acheter ces CPB à des producteurs pour répondre à cette obligation. Donc ça, c'est 2024. Pareil, ça sera plutôt pour de nouveaux sites ou également des sites qui vont arriver en fin de contrat et qui vont devoir renouveler leur fonctionnement. Donc voilà un petit peu pour le cadre très rapidement. Et donc, maintenant, on va re-rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet progressivement sur finalement comment acheter du gaz vert, comment se décarboner avec des garanties d'origine ou du BPA. Petit point d'éclairage, je ne sais pas si vous l'avez tous en tête, ce qu'il faut retenir sur les facteurs d'émission, c'est le point suivant. En biométhane, le facteur d'émission reconnu est en gros de 44 kg de CO2 par mégawattheure. En gaz naturel, il est de 240. Donc vous voyez bien qu'une garantie d'origine, qui équivaut à 1 mégawattheure, elle va vous permettre directement d'économiser en gros 200 kg de CO2. Donc, petit point de contexte à avoir en tête. Si on rentre dans le vif du sujet, si vous êtes effectivement soumis à l'ETS, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le biométhane peut être reconnu avec un facteur d'émission à 0, à condition que ce biométhane, comme l'a expliqué Étienne, soit certifié RED 2, donc provienne d'un site de production qui est certifié RED 2, et que l'opérateur dispose d'une preuve d'achat. Alors aujourd'hui, les preuves d'achat qui sont reconnues, c'est quoi? Ce sont donc les garanties d'origine issues de sites non subventionnés tels que le BPA, par exemple. Et puis, ça va être une partie des garanties d'origine qui sont issues de sites subventionnés
Donc ça, c'est possible depuis un décret de décembre 2022 et qui prévoit qu'en fait 36% de ces garanties d'origine issues de sites subventionnés peuvent être éligibles ETS. Et donc toutes ces garanties d'origine, comme je vous le disais, sont tracées dans le registre. On sait d'où elles viennent, on sait où elles sont produites, et on a un certain nombre d'informations relatives à ces géos. Et puis demain, je vous parlais de CPB, on va aller assez vite, hein, ça sera à partir de 2024, et une partie de ces CPB demain devrait être également éligible dans le cadre de l'ETS. Donc très concrètement aujourd'hui, si vous souhaitez vous décarboner à partir de gaz vert, les possibilités sont celles qui ont été résumées ici. Vous pouvez acheter de la garantie d'origine, soit via votre fournisseur, via un contrat gaz vert, soit directement en accédant au registre de garantie d'origine via un compte utilisateur. Et là, vous pouvez acheter des volumes de garantie d'origine. Et puis, prochainement, vous pourrez accéder aussi aux garanties d'origine qui seront mises aux enchères par l'État dont je vous ai parlé, mais surtout, et c'est sur la droite de votre écran, au marché européen qui devrait s'ouvrir à partir de 2024. Et puis, vous pouvez également, autre dispositif, travailler à contractualiser un BPA avec à la fois un sourcing gaz vert molécule plus garantie d'origine pour votre process. Et vous pouvez également mixer les deux solutions, c'est-à-dire dire je commence par acheter une partie de garantie d'origine et je réfléchis à un BPA à terme. Quelques repères en termes de prix. Alors c'est vraiment un repère parce que vous l'avez compris, le marché se met en place. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'une garantie d'origine seule, non valorisable ETS, elle a plutôt un prix qui démarre à 10 € du mégawattheure. La garantie d'origine ETS, elle aura forcément un prix supérieur à 10 € parce qu'elle a une valeur de décarbonation forte. Aujourd'hui, un contrat BPA, alors il y a eu des communiqués de presse qui sont sortis, hein, vous avez suivi, mais ce qu'on entend, c'est plutôt un prix autour de 120 € par mégawattheure, mais pareil, hein, une négociation de gré à gré, donc le prix sera différent pour chaque contrat. Demain se pose la question du prix des garanties d'origine sur le marché européen. À voir, le marché va se mettre en place. Et puis, effectivement, dans les réflexions achat géo BPA, un des points de repère, ça va être le marché du gaz naturel au prix du PEG, qui peut être assez variable, hein. Je crois que ce matin, il était à, je sais plus, à 30 ou 32 €, mais qui varie assez régulièrement. Et pour conclure, si j'arrive à cliquer sur la petite flèche, voilà. Les points à retenir, en tout cas, vu de nous, c'est, vous l'avez compris, une réglementation qui est en train de bouger, qui évolue beaucoup. Une très forte ambition de développement de gaz vert à la fois en France et en Europe. Étienne vous l'a expliqué. Un élargissement du marché avec un accès aux garanties d'origine européenne qui va arriver à partir de l'année prochaine. Un volume supplémentaire de production de biométhane attendu normalement, notamment avec des mécanismes type CPB qui vont arriver, et une partie de ces CPB seront valorisables à l'ETS. L'idée, c'est de dire, si on a une recommandation à vous porter, c'est effectivement de vous positionner sur ce sujet biométhane, décarbonation, puisqu'il y a une forte appétence du marché pour se sourcer en gaz vert. Et le marché est vraiment en train de se structurer. On a des références et des témoignages, on laissera nos intervenants vous expliquer comment ils ont fait, simplement pour peut-être vous aider et pour vous y retrouver dans ce contexte dense, compliqué et qui bouge assez rapidement. 3 points pour vous aider à décrypter le fonctionnement du marché des gaz verts. Comme le disait Laurent en introduction, n'hésitez pas à questionner GRDF, on peut vous donner des éléments de décryptage. Si vous vous intéressez au sujet BPA, je vous invite notamment à vous reporter à un excellent guide qui a été fait par nos collègues du réseau de transport GRT avec un de leurs partenaires industriels. Et je vous invite également à questionner le Club Biogaz, qui est, en gros, le Club Biogaz, c'est l'interprofession de la filière, qui a créé un groupe de travail BPA pour justement essayer de mettre en relation, de répondre aux questions que l'ensemble des acteurs se posent aujourd'hui. Et puis, je vous invite également à consulter le registre des garanties d'origine. Vous savez qu'il y a un nouveau gestionnaire de registre aujourd'hui qui s'appelle EEX,
On vous a mis le lien et qui précise notamment les modalités d'accès au registre, les tarifs et l'ensemble des dispositifs qui vont se mettre en place. Voilà, en tout cas, nous sommes à la disposition pour répondre à vos questions et je passe donc la parole, Laurent, à nos intervenants, je crois. Alors, avant ça, il va y avoir une première phase de questions-réponses. Alors, vous avez été très nombreux à poser des questions sur le chat et merci beaucoup pour votre intérêt. Vous êtes plusieurs centaines là, qui suivaient ce webinaire. Donc, on a essayé de répondre au fil de l'eau. Alors, comme il y a énormément de questions, on n'a peut-être pas répondu à toutes vos questions, mais on a essayé de traiter la majeure partie. On va s'autoriser 3 petites minutes pour répondre un peu oralement à des questions qui auraient pu être posées par écrit. On va en prendre une ou deux. Et puis après seulement, on va donner la parole à nos intervenants, en commençant par Loïc Deberg de la société Arkema, qui sera suivi du témoignage d'Apolline Boulère, oui, de l'entreprise Olvea. Et puis en dernier, ça sera Sophie Gourbar-Rimbaud qui prendra la parole pour le groupe NSI. Peut-être une première question qui a été posée sur la question de l'origine du biométhane, en particulier la question de savoir s'il y a des cultures dédiées alimentaires qui ont été utilisées ou pas. Là-dessus, il faut savoir que la France a instauré très tôt un critère extrêmement clair, puisque depuis maintenant, pas tout à fait 10 ans, mais bientôt, il n'est pas autorisé d'avoir plus de 15% de culture alimentaire dans les rations des méthaniseurs français. Dans la pratique, le taux de culture alimentaire dans les méthaniseurs français est plutôt de l'ordre de 5 à 6%. C'est déjà une réalité. Et il faut savoir que dans le cadre de l'application des règles de durabilité définies dans la directive RED, le contrôle est fait sur cette part de culture alimentaire. Et donc, il y a même des auditeurs indépendants, de type Bureau Veritas, DECRA ou équivalent, qui en fait auditent les sites pour vérifier les typologies d'intrants utilisés. Et donc, de toute façon, un porteur de projet qui aurait ce type d'intrant, il aurait deux difficultés. Le premier, c'est que des cultures alimentaires, elles ont un poids carbone qui est élevé, qui fait qu'elles ne pourraient pas atteindre la réduction des émissions de gaz à effet de serre définie dans la directive RED. Et d'autre part, c'est juste pas autorisé par la réglementation française, avec maintenant des contrôles, avec des audits sur site. Donc, de facto, aujourd'hui, l'utilisation de culture alimentaire est très fortement restreinte pour ces méthaniseurs agricoles. Alors, pas complètement interdite, évidemment, vous pouvez en avoir, et ça peut servir dans certains cas pour gérer des aléas d'approvisionnement en intrants, mais de façon extrêmement marginale. Il y avait une question aussi, je vois, en cas de BPA, qui fait le transit via le réseau. En fait, alors on est allé vite sur le sujet BPA, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que souvent, quand on parle BPA, le contrat, il va être effectivement entre un producteur et un consommateur qui va acheter, mais souvent, entre les deux, vous allez avoir un fournisseur qui va intervenir dans le contrat, notamment pour gérer ce qu'on va appeler toute la partie équilibrage du réseau, toute la partie gestion des taxes, etc. Donc, souvent, vous allez avoir ce tiers qui va gérer tous ces éléments qui sont un petit peu complexes, notamment le producteur, lui, dans le cas d'un BPA, il va dire moi, je vais vendre 100 pendant X années, et moi, je vais produire toujours 100. Donc, le client qui va acheter en face, il va dire ok, moi, je t'achète 100, mais peut-être qu'à un moment donné, je vais avoir une problématique de maintenance de mon site, donc je vais moins consommer. Pour autant, le producteur de méthane, lui, va toujours consommer, donc il faut qu'il y ait quelqu'un, un intermédiaire, qui va gérer ces écarts de consommation entre le producteur, le client, etc. D'où l'idée d'avoir un fournisseur, ou en tout cas un tiers qui ait ce rôle entre les deux acteurs, et qui va notamment gérer tous ces sujets clauses contractuelles divers et variés. Ok. Peut-être une dernière question dans celle qui a été posée. Une des questions qui a été posée un peu plus tôt dans le webinaire, qui était est-ce qu'il y a une part de gaz vert dans les réseaux, comme sur les réseaux électriques, ou s'agit-il forcément d'un contrat spécifique? Je pense que vous l'aurez bien compris avec ce qu'a explicité Catherine. La part de gaz vert dans les réseaux, il n'y en a pas par défaut. Il y en aura une dans les années à venir avec la question des CPB sur les consommateurs obligés pour les CPB, donc sur l'assiette des consommateurs résidentiels tertiaires. Pour les acteurs, par exemple, industriels, il n'y a pas de part de gaz vert par défaut dans le réseau. Et donc, c'est bien évidemment une part de gaz vert qui a déterminé en fonction de votre propre contrat en utilisant
en particulier le mécanisme des garanties d'origine. Merci beaucoup Catherine et Étienne. On va passer tout de suite à la phase d'après. Donc on va accueillir Loïc Deberg de la société Arkema qui va nous présenter pendant 7 minutes son entreprise. On a démarré avec un poil de retard, donc il ne faut pas qu'on dépasse parce qu'on est un peu juste. Merci à tous. Loïc, je vous en prie et on vous écoute. Merci Laurent. Donc concernant Arkema, c'est une entreprise de l'industrie chimique qui a pour objectif et comme mission de produire des matériaux. Ça fait un peu plus de près de 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires et ça sert l'ensemble des marchés et on est à peu près équilibré un peu partout dans le monde. C'est une entreprise qui est relativement, à travers nos activités énergo-intensives, on consomme près de 8 TWh d'énergie, un tiers sous forme d'électricité, 2 tiers sous forme de chaleur. Et donc, on a à la fois une ambition et une trajectoire de réduction de nos émissions, donc ça géré comme la plupart des entreprises, et puis à la fois un objectif de proposer des solutions bas carbone à nos clients qui vont nous permettre de nous différencier de nos concurrents et de pouvoir offrir à nos clients des matériaux pour qu'eux-mêmes puissent faire leurs propres produits et se différencier sur leur marché avec des offres bas carbone. Alors, c'est dans ce cadre-là qu'on a été amené à envisager un contrat biométhane qu'on a annoncé en début d'année, qui est assez significatif en volume puisqu'on parle de 300 gigawattheures par an sur 10 ans. 300 gigawattheures, c'est 15% du gaz que nous achetons en France. Donc, comment gérer ce contrat est venu, ainsi que l'a un peu dit Catherine, c'est assez naturellement qu'il est venu parce que nous a permis d'apporter une solution et d'un coup d'en faire plutôt une transformation sous forme de valeur. Avec un tiers d'électricité, 2 tiers de chaleur, vous pouvez imaginer que sur la France, c'est à peu près une répartition identique. L'électricité, les leviers de décarbonation sont relativement réduits parce qu'on a la chance d'avoir un mix électrique déjà bas carbone. Et donc, c'est bien autour de la chaleur qu'il faut que nous agissions. Ce qui est vrai sur la France n'est pas forcément vrai sur d'autres territoires où les approches qu'on va pouvoir avoir en Chine ou aux États-Unis sont pas forcément les mêmes que celles qu'on va pouvoir avoir en France ou dans d'autres pays européens. Et à ce titre, je pense qu'il y a une des spécificités, c'est à chaque territoire, à chaque mix énergétique, des solutions différenciées. Sur la France, je dirais, il y a une fois qu'on a mis de côté l'électricité, c'est bien sur la chaleur qu'on va se concentrer. Bien sûr, notre premier levier, c'est l'efficacité énergétique. On a un programme très structuré qui, dans le cadre de la démarche ISO 50001 à laquelle nous sommes certifiés, fait que on cherche bien sûr à réduire la consommation d'énergie par tonne produite. Et après, pour la chaleur, ça va être une combinaison entre des gaz bas carbone, et c'est là où on va retrouver le biométhane ou l'hydrogène, l'électrification ou l'utilisation de chaufferies base de déchets ou de biomasse. Pour revenir sur le bas carbone et le biométhane, c'est comme l'a évoqué Catherine, c'est une solution naturelle puisque c'est une solution pour laquelle il n'y a pas d'investissement derrière, puisque on utilise toujours les mêmes chaudières, celles qui consomment du gaz naturel, pour consommer ce biométhane. Il a été bien différencié l'ensemble des outils. Nous, ce qu'on souhaitait, en tout cas dans notre approche, c'était s'inscrire dans la durée. Donc, on parle de 10 ans, donc on est déjà dans une certaine durée. On ne va pas acheter des garanties d'origine au fil de l'eau. On veut pouvoir être sûr. Pourquoi est-ce qu'on veut pouvoir être sûr? Puisque on veut à la fois que notre trajectoire de réduction de nos émissions de scope 1, scope 2 soit régulière, mais à la fois, on veut que l'offre de produits
bas carbone qu'on fait auprès de nos clients puisse être durable et que ce qu'on leur promet pour 2023 et 2024 dure en 2025. Sinon, si on ne peut pas le garantir dans la durée, eux-mêmes ne vont pas se lancer dans leur propre développement de produits à base de nos matières premières bas carbone. Donc, on a contracté avec un partenaire, Engie en l'occurrence, ces volumes-là dans la durée, avec un encadrement économique qui satisfait l'ensemble des parties. C'est basé sur du gaz déjà subventionné et pour une partie d'entre eux, certains de ces volumes, puisque le site qu'il utilise est un site ETS, s'accompagnent de ce que Catherine a pu décrire en matière de ce qu'on appelle POS, un Proof of Sustainability, donc de garanties qui vont pouvoir être éligibles en partie au système ETS. Ce contrat, c'est un contrat qui a un coût. On a pu le transformer en un créateur de valeur, développer toute une gamme de produits derrière, dits très bas carbone. On a fait une communication spécifique auprès de nos clients. On voit qu'aujourd'hui, c'est un vrai levier dans la vente des polyamides de spécialité, la famille qui est faite sur l'usine en question, et que c'est un vrai élément différenciant par rapport à nos concurrents. Il se trouve qu'en plus, la matière première était elle-même biosourcée à base d'huile de ricin. Donc, c'est la combinaison d'une matière première biosourcée, d'une électricité déjà décarbonée car du réseau français, et maintenant d'une chaleur décarbonée avec le biométhane. On est très content de l'opération. C'est vraiment, et on est content d'avoir pu donner un signal fort au marché du biométhane à travers ce contrat qui a la réputation d'être probablement un des plus gros de France et d'Europe avec 300 gigawattheures par an. Voilà. Avec ces quelques mots, j'espère vous avoir convaincu du bien fondé de cette solution. Merci beaucoup Loïc. Merci pour ce témoignage vraiment très intéressant. On va passer la parole tout de suite à notre seconde intervenante, Apolline Boulère. Donc, Apolline, est-ce que vous pouvez du coup présenter votre expérience en termes de décarbonation à l'aide des gaz verts? Oui, merci beaucoup Laurent. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis chargée de mission RSE au sein du groupe Olvea. Pour rapidement vous présenter le groupe, pour vous aider un peu le contexte, le groupe Olvea, c'est une entreprise industrielle, familiale et normande depuis aujourd'hui presque 100 ans. Donc fournisseur d'huile végétale et d'huile de poisson riche en oméga 3. Aujourd'hui, on est un peu plus de 300 collaborateurs, 13 filiales en France et dans le monde et 200 millions de chiffre d'affaires. C'est une entreprise, chez Olvea, on est engagé depuis maintenant 2015 dans un ensemble de reporting, certification, engagement RSE, donc une démarche RSE au sens assez large, et avec un bilan carbone que nous réalisons depuis 2015. On s'est posé la question de notre trajectoire de décarbonation un peu plus récemment, après avoir commencé vraiment à mesurer nos émissions, savoir comment on allait procéder, quels étaient nos gros postes de bilan carbone. La question s'est posée après ce constat, quelle démarche on peut mettre en œuvre pour aller vers de la décarbonation. Aujourd'hui, notre stratégie Olvea for the Climate, donc ça s'appuie sur ce bilan carbone qu'on réalise depuis 2015. En 2022, sur le dernier reporting, on était à 0,16 tonnes de CO2 sur notre scope 1 et 2. Et c'est sur celui-ci dont là je vais vous parler, puisque c'est sur ça qu'on peut agir avec ces questions de gaz vert. On mesure également notre scope 3, et là on est dans un cas assez classique où plus de 90% provient de nos achats de matières premières. Donc on est dans un grand travail avec nos fournisseurs, avec l'ensemble de notre chaîne de valeur et de bonnes pratiques à mettre en œuvre. Mais si on revient sur notre scope 2, qui est le premier levier qu'on peut activer, la première chose chez nous, ça a été de former tout le monde, parce que toutes les actions qu'on peut mettre en œuvre par la suite nécessitaient d'avoir une adhésion de l'ensemble de l'entreprise, une compréhension des enjeux et des ordres de grandeur également au sein de l'entreprise. Donc, l'année dernière, on a formé 100% des collaborateurs et des collaboratrices à la fresque du climat. Donc là, vous avez les petites photos. On a commencé par tous les membres du COMEX, qui sont tous en soutien actif pour pouvoir comprendre cette démarche, et ensuite l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices. On a donc notre bilan carbone,
la sensibilisation et la formation de tous les collaborateurs. Et à partir de là, on a pu définir notre trajectoire de décarbonation. Donc, sur notre scope 1 et 2, notre année de référence, c'est 2022, on s'est fixé l'objectif de réduire de 50% nos émissions en 2029. 2029, chez Olvia, ça va être les 100 ans de l'entreprise. Donc, on s'est dit qu'on voulait marquer le coup. Et c'est également donc, ce scope 1 et 2 sur lequel on peut travailler en priorité. Pour notre scope 1 et 2, on a pas mal tâtonné, pour être assez honnête, au niveau d'Olvea. Notre constat, c'était qu'en 2022-2023, le gaz naturel, parce qu'on était sur le gaz naturel chez nous, représentait 80% de l'énergie consommée dans notre raffinerie, donc Olvea Green Technologies que vous voyez en photo. Au niveau du groupe, quand on fait notre bilan carbone, c'est 54% des émissions de CO2 directes. Donc on prend notre scope 1 et 2, en fait, plus de la moitié provient de notre raffinerie. On s'est fait accompagner dans une étude de décarbonation pour regarder ce qu'on pouvait faire sur cette unité de raffinage. Dans notre cas, on a dû écarter beaucoup d'options. Enfin, on a étudié à peu près 30 scénarios différents. On a vraiment creusé le sujet. Il y avait une question sur le solaire et l'électrification derrière de notre outil industriel. Tout ce qui était des PPA sur les questions électriques, on était vraiment à une taille coincée entre deux qui n'était pas adaptée. On a étudié l'éolien, et là, dans la zone où on est, il y a beaucoup de contraintes d'installation, beaucoup de contraintes de réglementation, une question d'acceptabilité aussi qui était difficile. On a étudié d'autres changements, une bascule typiquement sur une chaudière thermique alimentée par de la biomasse, mais directement dans nos activités. Aujourd'hui, on avait des contraintes de taille, logistique et d'expertise qui n'étaient pas adaptées. Le choix qu'on fait aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est ce qui est vraiment le plus simple pour nous, c'est une solution qui est clé en main et qui nous permet vraiment d'atteindre nos objectifs de décarbonation. Et donc, ça a été le choix d'aller sur de l'achat de gaz, donc de biométhane, avec des garanties d'origine. Ça nous permet d'aller progressivement dans l'achat de garanties d'origine, l'objectif étant de couvrir 100% de notre consommation en 2029 et donc d'atteindre notre objectif de réduction de 50% de notre scope 1 et 2 par rapport à 2022. Voilà, c'est pour ça que nous, on est parti sur le biométhane avec des garanties d'origine aujourd'hui, ce qui a encore plus de sens dans la mesure où, en plus, au bout de la rue, à côté de notre unité de raffinage, on a une unité de méthanisation qu'on connaît, donc ça se fait aussi en proximité et sur le territoire. Merci. Merci beaucoup, Apolline, encore une fois, pour ce témoignage qui démontre, j'allais dire, la capacité qu'un industriel peut avoir à se décarboner en utilisant des garanties d'origine et directement du biométhane, puisque c'est vrai que géographiquement, en plus, l'injection se fait dans le réseau de GRDF, mais que vous êtes très proche, donc il y a une consommation, on peut dire, quasiment directe de ce biométhane. On va passer à donc merci encore Apolline, on va passer à notre troisième et dernière intervenante, Sophie Gourbar-Rimbaud, de l'entreprise NCI, pour un nouveau témoignage, donc le dernier. On a pris un tout petit peu de retard parce qu'on a commencé un tout petit peu après, puis que nos interventions sont riches. On voit tout l'intérêt que vous avez. En plus, vous avez posé énormément de questions. Donc, n'hésitez pas à continuer à poser des questions. Si on ne peut pas répondre à toutes les questions, on vous renverra tout ça. Ne vous inquiétez pas. Et puis, vous aurez tout loisir de rentrer en contact avec les gens de GRDF par la suite. Allez-y, Sophie, je vous en prie. Et merci encore pour votre participation. Bonjour, je vais essayer d'être rapide alors. Juste pour vous rappeler rapidement que la maison NC, donc c'est le numéro 1 du cognac, le numéro 1 mondial des spiritueux premium aussi dans le monde, et qu'on fait partie, qu'on est le H de LVMH, donc Louis Vuitton Met NC, et qu'on exporte 99% de notre production. Alors, notre engagement climat, il est basé sur la trajectoire 1.5 et on vise à réduire 50% de nos émissions d'ici à 2030 en valeur absolue, scope 1, 2 et 3. Je vais vous expliquer que finalement, nous, on a déjà décarboné notre scope 1 et 2 et du coup, on s'attaque au scope le plus complexe pour nous, qui est le scope 3, puisque en fait, on travaille avec 800 bouilleurs de cru, 1600 viticulteurs. On exporte à 99%, donc notre scope 3 est un sujet qui nous anime au quotidien et qui est aussi un sujet territorial et local. Alors, ça a été dit plusieurs fois, mais c'est important de le répéter, de le redire. La sobriété énergétique et l'efficacité énergétique, c'est la base. Et l'idée, c'est vraiment de le rappeler parce qu'on consommera plus d'énergie renouvelable si on continue à augmenter notre consommation, plus d'énergie renouvelable et plus d'énergie fossile. Donc, le but, c'est vraiment de réduire avant tout.
Nous, on a commencé il y a plus de 20 ans, en fait. On a commencé en 98 avec une certification ISO 14001. Et on a été pionnier du bilan carbone avec Jean-Marc Jancovici à l'époque pour définir un certain nombre d'actions qui étaient vraiment liées plutôt à notre scope 1 et 2. Donc typiquement, des actions qui ont commencé avec des actions très claires avec l'ADEME sur la partie distillation, parce que ça paraît assez évident comme ça, mais qui s'est continué avec des audits énergétiques sur l'ensemble de nos activités. Et puis, on étend nos audits énergétiques maintenant à nos distilleries partenaires. Donc, le fameux scope 3, l'idée, c'est d'aller plus loin que notre scope 1 et 2. En fait, on a mis en place pas mal de choses, des investissements innovants, des sites qui fonctionnent en LED avec des puits de lumière, ce qu'on appelle des solatubes, des brûleurs atmosphériques en distillerie. Enfin, on a vraiment travaillé sur pas mal de choses. Et on avait mis en place l'ISO 50001 dès 2015 et on a été certifié en 2022 sur cette certification-là. Et on a beaucoup de télérelevés d'observatoires de l'énergie et un logiciel de suivi aussi en temps réel de ces consommations-là. En fait, tout ça nous a permis de diminuer de 75%, donc entre 1998 et 2022, notre scope 1 et 2 sur les émissions carbone. Alors, sur les énergies renouvelables et bas carbone, donc sur la partie scope 1 et 2, alors j'ai essayé du coup de diviser un petit peu les choses. Donc, on a un contrat garantie d'origine électricité verte avec LVMH depuis 2017, avec un mix énergétique qu'on a fait évoluer au cours du temps. Après, on a des garanties d'origine biométhane locale depuis 2020 pour les 3 distilleries NC. Et je salue Céline qui est avec nous, là, qui a été à l'origine de ce changement. Donc, du biométhane qui est produit dans l'aire d'appellation du Cognac. 100% de garantie d'origine biométhane pour tous nos sites industriels et administratifs depuis fin 2021. Donc, donc on a un contrat vraiment avec des méthaniseurs qu'on connaît, qu'on a audité nous-mêmes. Moi, je suis agronome et j'audite aussi justement les sources de ces méthaniseurs. C'est très important de voir un petit peu comment ça se passe. Et on s'est aussi intéressé pour notre flotte interne aux biocarburants de seconde génération de type XT, LHVO et ED95, où 100% de notre flotte, enfin, on n'a plus du tout d'hydrocarbures en fait sur notre flotte de camions en interne, et sinon on a une flotte de véhicules électriques. Sur le scope 3, alors j'explique hors transport produits finis parce que sinon on en aurait pour plus que 7 minutes pour vous expliquer ce qu'on fait. Depuis 2022, donc on a des garanties d'origine aussi biométhane local, toujours avec les mêmes méthaniseurs qu'on connaît, pour 7 distilleries de profession exclusives raccordées au réseau. Donc, le problème qu'on a, c'est qu'on a des distilleries qui ne sont pas raccordées au réseau et qui sont au propane. Donc pour celles-là, on a essayé de mettre en place des essais avec l'équipe distillerie sur une solution qui nous permet de rester dans l'AOC Cognac avec une flamme nue et donc de produire de l'hydrogène à partir d'électricité renouvelable et d'alimenter ces brûleurs en direct. Donc on est monté à 20% et on continue les essais pour justement pour trouver une solution pour ces gens qui ne sont pas encore raccordés où la garantie d'origine biométhane n'est pas possible. Et puis sur les tracteurs agricoles, qui sont un élément très important de notre bilan carbone, on essaie des biocarburants de type XT LHVO pour décarboner toute cette partie de tracteurs agricoles. Voilà, j'en ai fini. Merci vraiment énormément, Sophie, pour votre témoignage. Le biométhane, c'est une réalité. Alors, on a déjà atteint notre heure limite. Il nous reste une toute petite phase qui est la phase de questions-réponses. Donc, on a déjà répondu à un certain nombre de questions. Il en reste quelques-unes, notamment plus précisément pour nos intervenants. Pauline, est-ce que vous voulez répondre oralement à une des questions qui vous avait été adressée concernant Oui, la question? tout à fait. Il y avait une question effectivement sur notre consommation en gaz. Donc, on est à peu près à 18 gigawattheures par an aujourd'hui. Et donc, pour les garanties d'origine, donc on a un contrat d'achat de gaz et d'achat de garantie d'origine. Donc, ça se fait en direct. Chez nous, ça a été très simple. On est une taille d'entreprise où on n'est pas soumis au marché des ETS. Donc, on n'est pas sur des procédures plus compliquées. On avait vraiment un fonctionnement qui était simple et très adapté à notre taille d'ETI. Ok, super. Je ne vois pas d'autres questions là actuellement
Alors, n'hésitez pas à renseigner. Vous avez des sondages qui sont à votre disponibilité là, sur le site Webikeo, sur lequel vous pourrez vous prononcer sur la thématique du prochain webinaire, si ça vous intéresse, ou aussi sur les thèmes pour lesquels vous souhaitez que GRDF reprenne contact avec vous, que vous soyez déjà suivi par un responsable de compte ou pas. Surtout, n'hésitez pas, c'est tout à fait possible. Et puis, Déborah, si tu veux bien afficher le slide d'après qui donne la liste des contacts. Voilà, donc vous aurez aussi bien évidemment l'ensemble des slides de cette présentation. Et ici, vous pouvez retrouver les principaux contacts industriels. Donc, par région, vous avez une couleur par région et vous avez le responsable des ventes de chaque région, l'équipe nationale. Je n'ai pas ajouté ici nos experts Étienne et Catherine, mais bien évidemment, si vous avez des questions, vous pourrez leur transmettre ou nous les transmettre et nous, on leur fera suivre. Il n'y a aucun problème. Donc, je vais vous remercier parce qu'on arrive à la fin de ce webinaire. Vous remercier tous parce que vous avez été extrêmement nombreux. On a été plus de 650 inscrits à ce webinaire. Il y a eu énormément de questions. On n'a pas pu toutes les prendre. On est vraiment navré, mais le temps n'était pas suffisamment extensible pour répondre à toutes les questions. On les a bien notées par contre. On va vous faire une FAQ qu'on enverra à tout le monde. Merci encore de remplir les sondages, si vous le voulez bien, pour qu'on puisse continuer à avancer avec vous dans vos démarches de décarbonation. Vous l'aurez compris, le gaz naturel est peut-être une énergie qui va devenir une énergie du passé, qui va faire la place au biométhane et à tous les gaz verts qui sont en train de prendre le pas sur ces énergies fossiles. Et GRDF sera à vos côtés pour vous accompagner dans vos démarches de transition. Et je remercie encore une dernière fois nos 3 intervenants industriels. Merci. Merci à vous. Au revoir, bonne Au fin. revoir, merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir, merci. Merci.